Alors je suis très heureux de prendre la parole après Franck et Charlotte parce qu'ils ont déjà tout dit, ce que je voulais dire. Et je suis très malheureux parce que je vais être obligé de faire une paraphrase malhabile de leurs propos. Je rappelle simplement que la Fondation Jérôme Lejeune a une vocation qui est orientée sur la recherche à visée thérapeutique d'une part et sur l'organisation d'une très importante consultation médicale à Paris sur les maladies de l'intelligence d'origine génétique et en particulier la trisomie 21. Et notre consultation à Paris est l'une des plus grandes consultations du monde, peut-être même la plus grande. Alors depuis 25 ans, nous côtoyons le monde médical et scientifique et nous relevons que le discours scientifique technoscientifique sur la trisomie 21 et le discours qui est tenu aux parents n'est pas le même. La place qui est faite aux personnes touchées par la trisomie 21 dans la société est médiocre. Elle est médiocre que ce soit dans le domaine de l'intégration scolaire, dans le monde du travail, par rapport à l'hébergement ou par rapport aux problèmes de vieillissement, par exemple. Incontestablement, il y a un problème relatif à l'image même qui est renvoyée par la trisomie 21. Et les familles souffrent de cette situation qui n'évolue pas favorablement, alors même que le discours ambiant est celui de la non-discrimination et de l'intégration. Quand, parallèlement, nous allons discuter pour suggérer des programmes de recherche à des gouvernements ou pour essayer de trouver un traitement, car nous pensons que nous pouvons améliorer certains aspects de la vie des personnes touchées par la trisomie 21, eh bien, on entend la réponse suivante. De toute manière, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, parce que demain, il n'y aura plus de trisomie 21. Donc, ce n'est pas la peine de se donner du mal pour chercher ou pour soigner ou pour traiter. Il y a donc trois discours qui s'entrechoquent. Le discours officiel, inclusif, qui est tenu aux parents, la réalité qu'ils vivent et qui n'est pas inclusive, et le discours technoscientifique qui est clairement exclusif. Je précise tout de suite qu'il y a deux plans. Il y a le plan individuel et le plan collectif, et je me place non pas sur le plan individuel, et je ne porte aucun jugement sur la manière dont les gens réagissent personnellement, mais je me place sur le plan collectif qui nous concerne tous en tant que citoyens qui payons des impôts. Faut-il ou ne faut-il pas que les États prennent parti et choisissent de faire une politique publique et généralisée de dépistage? Car inévitablement, cette politique publique de dépistage produit des effets sur l'image de la trisomie 21. En effet, les États occidentaux ont fait un choix implicite depuis une trentaine d'années qui n'est pas neutre. La caractéristique historique de ce choix, dans la plupart des pays riches, c'est que c'est un choix de nature économique. L'intérêt de dépister une maladie, c'est de faire des économies parce que la maladie va disparaître. Pour la trisomie 21, le choix des États a été de considérer qu'il y a un bénéfice à cette politique de prévention, entre guillemets, et ce bénéfice, c'est qu'il y a moins ou plus du tout de personnes touchées par la trisomie 21, et regardez la publicité qui est faite par certains pays scandinaves sur un monde débarrassé de trisomie 21. Ce calcul de coûts et de bénéfices a été fait et a été publié dans des revues scientifiques, et il est le principal fondement officiel de la politique de dépistage. Alors bien sûr, la puissance publique n'impose aucun choix aux parents et propose aux parents de choisir librement de garder ou non l'enfant, mais en réalité, si on est sincère, considérer que le fait de garder un enfant ou de ne pas le garder est équivalent, que la vie ou la mort d'une personne trisomique a le même poids, la même valeur ou la même absence de valeur, c'est tout, sauf de la neutralité. Cela veut dire que la personne touchée par la trisomie 21 n'est plus une personne précieuse. Il est donc très difficile de réclamer à la collectivité de porter une attention particulière et soutenue à ces enfants que les parents ont eu l'imprudence, la légèreté ou l'égoïsme
de faire naître alors qu'il aurait été préférable de ne pas le faire. Comment voulez-vous, dans ces conditions, entretenir une image inclusive et positive de personnes qui n'auraient pas dû vivre ? Je dis aussi un mot sur cette liberté de choix des parents, puisque c'est l'argument qui est présenté pour montrer que ces systèmes de dépistage ne posent pas de problème. On considère que les parents choisissent librement et on a l'impression qu'ils le font. En tout cas, c'est dans ce sens-là que les politiques sont orientés. Ils disent il suffit d'améliorer la qualité du choix et donc de délivrer une information, l'information la meilleure, la plus adaptée, la plus adéquate pour que les parents puissent faire un choix éclairé. Et sur quoi porte cette information ? Elle porte sur trois choses. Elle porte sur le processus de dépistage diagnostic qui, il faut le dire et le rappeler, inquiète inutilement 99% des femmes. Cette information porte ensuite sur la pathologie elle-même et ses conséquences, et la médecine est capable de faire un tableau très sombre. Et elle porte enfin sur l'insuffisance de la prise en charge et de l'accompagnement social par la société, et là aussi le tableau est sombre. En résumé, plus l'information est technique, plus elle est bien faite, plus elle est précise, plus elle est ciblée, et moins elle donne envie d'accueillir un enfant trisomique chez soi, ce qui est inévitable. La seule information véritable à donner, ce serait de dire qu'un enfant trisomique est un enfant et qu'il mérite d'autant plus d'attention qu'il est porteur d'un handicap et qu'il faut s'en occuper. Et c'est beaucoup le témoignage des personnes elles-mêmes, des associations, des familles qui est capable de montrer que la vie avec un enfant touché par la trisomie peut être une vie heureuse. Il reste que cette information délivrée aujourd'hui ne met pas les parents dans les meilleures conditions pour dire qu'ils vont partager un moment de leur existence, un moment heureux avec cet enfant différent. L'effet est donc inverse et les chiffres, ils ont été rappelés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors je vous dis cela parce que, j'insiste sur ce point, parce qu'il y a une actualité pour les États et pour les systèmes de santé des États. C'est l'arrivée en Occident de nouveaux tests de dépistage de la trisomie 21 qui sont basés sur l'ADN de l'enfant circulant dans le sang de la maman. Or, ce nouveau test est très caractéristique de ce que je viens de vous dire. Il repose sur deux fondements. C'est un marché de 10 milliards de dollars et ensuite, c'est un, entre guillemets, mal nécessaire. Sous-entendu, il est évident qu'il faut dépister la trisomie 21. Donc, nous avons un test qui arrive partout dans le monde avec une image très positive d'un progrès technique qui va permettre de s'affranchir des risques de la myosynthèse. C'est un argument marketing. Mais il faut être conscient que ce discours est un discours de propagande des laboratoires pour ce nouveau test et qui n'est absolument pas dirigé dans l'intérêt des familles touchées par la trisomie 21. Il est uniquement destiné aux parents qui prennent le risque de la myosynthèse et qui donc prennent le risque de l'avortement en cas de trisomie. Et ce sont ces parents-là qu'on rassure en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de faire une fausse couche d'un enfant en bonne santé à la suite de la myosynthèse. » Donc c'est un discours qui est destiné uniquement aux parents qui acceptent le principe de l'eugénisme et qui souhaitent avoir un enfant parfait en éliminant tous les risques d'avoir un enfant différent. Donc c'est un discours discriminant, stigmatisant et handiphobe, puisqu'on ne rassure que les parents qui ne veulent qu'un enfant non trisomique 21. Il n'y a aucun message de bienvenue à l'égard de l'enfant trisomique et de sa famille. Comment peut-on se satisfaire de ce discours eugéniste qui signe un pacte entre la technoscience et le marché, en l'absence de toute considération des personnes. Alors je termine en vous disant trois choses. C'est que cette technique elle-même de diagnostic à partir de l'ADN dans le sang maternel n'est pas critiquable en tant que telle. On peut en faire un bon usage. C'est une très belle découverte, tout dépend de ce qu'on veut en faire et de l'argent qu'on veut gagner à partir d'une application technique discutable de cette découverte. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qui arrive pour la trisomie 21, c'est la répétition générale de ce qui va arriver demain pour toutes les pathologies qui sont dépistables génétiquement. Et la trisomie, de ce point de vue, est un laboratoire, malheureusement, de l'eugénisme. Et tout ce qu'on fait pour la trisomie se fera pour les autres pathologies. Il y a un avenir considérable pour cette technique dont le prix diminue très vite. Et en quelques heures, on pourra screener l'ADN complet d'un embryon. Ce sera faisable, accessible et bon marché, et personne ne s'y opposera. Car il ne faut pas se faire d'illusions, les États tout seuls ne sont pas capables de s'y opposer. En ces matières-là, ils sont très largement à la remorque des marchés
et du développement foisonnant des droits individuels. Alors l'espoir existe néanmoins. Il est essentiellement dans l'amour des parents pour leurs enfants. Être parent, c'est aussi une responsabilité et qui ne veut certainement pas dire « j'aime cet enfant-là, mais pas celui-là ». N'écoutez pas ceux qui vous disent le contraire ou qui vous disent « vous ne serez pas capable d'aimer cet enfant parce qu'il a un handicap ou une maladie ». Et donc nous demandons instamment aux responsables politiques de ne pas préempter l'amour que nous sommes tous capables de donner à nos enfants, quelle que soit leur situation de santé ou leur patrimoine génétique. Mais l'espoir est aussi au niveau des États. Je dis que les États étaient incapables de s'opposer à ce déferlement de l'eugénisme, mais ils doivent prendre conscience qu'il s'agit au fond d'une des manifestations de ce qu'on appelle le transhumanisme, et que le transhumanisme, qui emprunte beaucoup à l'eugénisme, ça marque la fin de la solidarité au sein des États. Et comme le dit le philosophe américain Michael Sandel, je le cite, « Plus nous sommes ouverts à l'idée que notre sort dépend d'une chance naturelle, et plus nous avons des raisons de nous sentir solidaires du destin des autres. Supposons que les tests génétiques progressent au point qu'ils puissent prédire de manière fiable notre avenir médical et notre espérance de vie, alors ceux qui ont des espoirs raisonnables d'avoir une bonne santé et une longue vie quitteront le navire. L'aspect solidaire de l'assurance disparaîtra quand ceux qui ont de bons gènes quitteront la compagnie de ceux qui n'en ont pas. En bref, une société qui ne s'interroge pas et des États qui ne s'interrogeraient pas sur les fins qu'elle poursuit, les biens qu'elle entend honorer et promouvoir, cette société ne peut pas perdurer longtemps en tant que société. Je vous remercie de votre attention.